Je m'appelle Adélaïde Moore. J'ai 32 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, je pensais avoir une vie stable et prévisible. Pas parfaite. La vie de personne n'est parfaite. Mais suffisamment sûre pour que l'idée que quelque chose de catastrophique puisse me surprendre paraisse impossible. Lucas et moi étions ensemble depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, comme le font souvent les gens à la fin de la vingtaine. 2 étrangers surcaféinés se battant pour la même table dans le sous-sol d'une bibliothèque. Il s'est excusé. J'ai plaisanté sur le fait de lui faire payer un loyer pour l'utilisation de la table. Et 8 heures plus tard, nous partagions une pizza froide dehors sous un lampadaire vacillant. Pendant longtemps. Il m'a donné l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui me correspondait en tout point. Pas accent grave-l'œil, pas dramatique, juste stable. Finalement, la stabilité s'est transformée en confort. Le confort est devenu un partenariat. Le printemps dernier, le partenariat s'est transformé en fiançailles. Cela semblait être la progression naturelle que tout le monde attend. Obtenir son diplôme, travailler, vivre ensemble, se fiancer, planifier un avenir. Ou ce que je pensais être notre avenir. Je travaille dans l'administration des soins de santé. Mon emploi du temps est d'une routine douloureuse. Du lundi au vendredi, des urgences occasionnelles, pas de vraies surprises. Lucas travaille dans le marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne où tout est apparemment un lancement. Une campagne ou une échéance critique. Son emploi du temps était toujours plus souple, imprévisible. Au début, j'admirais sa flexibilité et sa capacité d'adaptation. Plus tard, j'ai appris que la flexibilité est une arme à double tranchant. Elle peut cacher beaucoup de choses. Mais je ne savais rien de tout cela encore, du moins pas consciemment. Tout a commencé un vendredi après-midi. Je terminais une pile de rapports de fin de trimestre quand mon téléphone a vibré. Lucas, travaillant tout le week-end sur une énorme échéance, ne peut pas être dérangé. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai répondu par texto. Moi, d'accord, je comprends. Bonne chance. Je t'aime. Rien d'inhabituel. Il avait déjà travaillé pendant des week-ends. Je me suis dit que j'utiliserais ce temps calme pour rattraper ma lecture. Peut-être enfin regarder cette série documentaire qu'il détestait. Je pensais être une fiancée compréhensive. C'est ce que fait un bon partenaire. Donner de l'espace quand l'espace est nécessaire. Mais le recul est cruel. Il vous apprend à quel point vous étiez aveugle. Plus tard ce soir-là, pendant que je préparais le dîner pour une personne, je me suis souvenu de quelque chose de petit. Une vieille conversation datant de plusieurs mois plus tôt où il avait mentionné son ex-petite amie. Marissa. Il avait été vague sur leur rupture. Disant seulement qu'il s'était éloigné et voulait des choses différentes. Je n'ai pas insisté. Je respectais les limites. Mais je me souviens de la façon dont il a dit son nom, cette légère tension. Le genre que vous ne remarquez pas jusqu'à ce que vous sachiez la chercher. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Je voulais croire que Lucas m'avait choisi complètement. Cette petite pensée, Marissa, a traversé mon esprit comme un fantôme. Mais aussi vite, je l'ai repoussée. Je ne voulais pas être cette partenaire peu sûre d'elle, le genre paranoïaque. Le genre qui suppose le pire. Samedi matin, je me suis réveillé avec le soleil inondant le lit, le côté de Lucas vide et froid. J'ai fait du café. Je me suis installé dans ma couverture préférée et j'ai ouvert un livre que j'essayais de finir depuis des mois. Puis mon ordinateur portable a sonné. Je m'attendais à un rappel de travail automatisé. Au lieu de cela, l'objet du courriel m'a glacé. Préoccupé par Lucas, de la part de Danielle Reynolds. Je l'ai ouvert instantanément. Danielle était la patronne de Lucas. Nous nous étions rencontrés 2 fois. Une fois à un événement d'entreprise et une fois quand j'avais aidé à coordonner un déjeuner d'anniversaire surprise pour lui. Elle m'avait semblé directe, posée, le genre de femme qui se souvient de tout ce que vous dites. Son courriel était long, plein d'excuses et étranges. Elle disait que Lucas avait demandé le week-end de congé pour des funérailles familiales et qu'elle n'avait pas pu le joindre. Elle ne voulait pas être indiscrète.
Mais l'entreprise avait un besoin urgent de quelque chose pour le projet Stanton. J'ai relu le courriel 3 fois. Funérailles familiales. Personne dans la famille de Lucas n'était décédé. J'avais parlé à sa mère 2 jours plus tôt des arrangements floraux potentiels pour le mariage. Elle m'avait posé des questions sur les prix des centres de table. Elle était joyeuse, insouciante, bien vivante, comme tous ses proches. Ma confusion s'est transformée en quelque chose de plus sombre, de plus aigu. Pourquoi Lucas mentirait-il à sa patronne à propos de funérailles? Pourquoi me mentirait-il en disant qu'il travaillait? J'ai senti une chaleur monter le long de ma colonne vertébrale, un avertissement instinctif. Mes mains tremblaient en posant l'ordinateur portable de côté. J'ai envoyé un texto à Lucas. Moi, salut, tout va bien? Ta patronne m'a envoyé un courriel. Pas de réponse. J'ai attendu 10 minutes, puis 20. Un nœud s'est formé dans mon estomac, le genre que j'avais ignoré auparavant. Mettant toujours cela sur le compte du stress ou de la suranalyse. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à de la suranalyse. Cela ressemblait à une reconnaissance. Contre toute attente, j'ai ouvert Instagram. La plupart de notre cercle se recoupe. Amis de l'école, collègues. Personnes que nous avions rencontrées à des mariages ou lors de week-ends. J'ai parcouru quelques stories distraitement jusqu'à ce qu'un nom ressorte. Kira, une amie commune. Bruyante, désordonnée, le genre à tout documenter. Elle avait publié plusieurs stories ce matin-là. Et dès que la première s'est chargée, mon sang s'est glacé. Il y avait Lucas, debout au bord d'une piscine, riant. Tenant quelque chose de bleu vif dans un gobelet en plastique. Portant un maillot de bain que je n'avais jamais vu. Le lieu identifié, Lake Havasu, Arizona. Nous vivons à Pittsburgh. Un autre clic. Une autre vidéo. Plus de gens, plus de boissons, plus de danse, et puis elle. Marissa, sa main posée nonchalamment sur la taille de Lucas. Leurs corps inclinés l'un vers l'autre comme si la gravité les attirait. La légende était nauséabonde. L'équipe du week-end, aucune responsabilité. J'ai senti quelque chose se briser en moi avec une finalité silencieuse et dévastatrice. Tout à coup, tout a changé. Les mensonges, les incohérences, les appels manqués, les explications vagues. Les réunions soudaines tardives, la distance émotionnelle. Chaque pièce du puzzle s'est emboîtée douloureusement. Mon fiancé ne travaillait pas. Il n'était pas en deuil. Il était en Arizona à une fête au bord de la piscine avec son ex-petite amie. Et j'étais celle qui était assise seule, croyant chaque mot qu'il me servait. Un son s'est échappé de ma gorge. Mi-sanglot, mi-rire. Le genre que vous entendez de quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer. Le café sur la table à côté de moi était devenu froid. Moi aussi. Pendant un long moment, je suis restée assise là, à regarder l'écran, incapable de bouger. La trahison n'est pas une douleur vive. Pas au début. C'est un engourdissement lent et rampant qui commence dans votre poitrine et s'étend jusqu'à ce que tout semble irréel. C'est à ce moment que la vie que je connaissais a pris fin. Mais je ne savais pas encore à quel point les mensonges étaient profonds. Je ne savais pas qu'en moins de 24 heures. J'enverrais le courriel qui ferait tout exploser ce que Lucas pensait pouvoir s'en tirer. Je ne savais pas encore que son ex-petite amie m'enverrait un message qui confirmerait le pire. Ou que je découvrirais finalement que ce week-end n'était pas leur premier. Tout ce que je savais, assise seule un samedi matin tranquille, c'est que la personne en qui j'avais le plus confiance au monde avait choisi quelqu'un d'autre. Choisi l'insouciance, choisi la tromperie. Et ce choix était sur le point de déchirer nos vies. Pendant longtemps, je n'ai pas bougé. Mon téléphone était posé face contre terre à côté de moi sur le canapé. Vibrant occasionnellement avec des courriels indésirables ou des notifications d'actualité. Mais pas de Lucas. Pas un seul appel, pas un seul texto. Pendant ce temps, les vidéos continuaient de tourner en boucle sur la story de Kira jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans l'algorithme. Chaque relecture ressemblait à une gifle que je recevais volontairement. Je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Un nouveau clip avait été ajouté quelques minutes plus tôt. Kira allongée sur un matelas pneumatique, la caméra balayant paresseusement la terrasse.
pendant un instant, c'était inoffensif, des parasols, de l'eau scintillante. Des corps qui bronzaient. Puis la caméra s'est déplacée vers eux. Lucas et Marissa étaient au bord de la piscine, les pieds dans l'eau. Lucas se pencha vers elle, disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Marissa rit et lui donna un petit coup d'épaule avec une familiarité joueuse. Comme si ce n'était pas nouveau, comme si ce n'était pas tabou. Comme si cela ne se passait pas dans le dos de la femme qu'il était censé épouser. Mon souffle se coupa quand la main de Marissa descendit le long de son bras. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune interprétation innocente. Ce n'était pas un voyage de groupe où il avait croisé une ex par hasard. C'était quelque chose d'organisé, d'intentionnel, de secret. Et il avait choisi de me mentir 2 fois pour cela. J'ai dégluti difficilement, repoussant la piqûre de l'humiliation. Mais l'humiliation est insidieuse. Elle grimpe dans vos poumons, vous fait vous sentir petite. Même quand la logique vous dit que quelqu'un d'autre devrait avoir honte. Finalement, après ce qui semblait des heures, mais n'était probablement que des minutes. Je me suis forcé à tout capturer. Mes mains tremblaient en capturant chaque publication, chaque tag. Chaque angle de Lucas qui vérifiait le lieu et la chronologie. J'ai fait une capture d'écran du courriel de Daniel. Du texto où il avait juré qu'il serait injoignable. Je n'essayais pas de rassembler des munitions. J'essayais de me convaincre que je n'imaginais pas cela. Que je ne faisais pas une montagne d'une taupinière, que je n'étais pas paranoïaque. Car une partie de moi voulait encore croire que l'homme que j'aimais n'était pas capable de ce niveau de tromperie. Mais la preuve était accablante. Il est à une fête au bord de la piscine avec son ex. Il a menti sur son travail. Il a menti sur des funérailles. Mon pouls battait dans mes oreilles. Je pouvais sentir mon cœur battre au bout de mes doigts. C'était le moment où l'émotion et la logique se heurtent violemment. Quelque chose en moi s'est éclairci. Je devais répondre au courriel de Daniel. Pas parce que je voulais saboter Lucas, pas parce que j'étais vindicative. Mais parce qu'elle méritait de savoir la vérité. Et parce que Lucas m'avait acculé dans ce coin sans mon consentement. Il m'avait entraîné dans son mensonge. Et maintenant, je devais choisir entre le permettre silencieusement ou m'en écarter. J'ai ouvert un nouveau courriel. J'ai hésité. Devrais-je le faire? Est-ce que cela empirerait les choses? Est-ce que cela ruinerait son travail? Est-ce que cela me ruinerait? Puis une pensée calme et stable a surgi dans mon esprit. Il a déjà tout ruiné. Tu ne fais que lui tendre un miroir. Mes doigts ont bougé avant que je puisse les arrêter. Ah, Daniel Reynolds. Objet, concernant Lucas. Daniel, merci de m'avoir contacté. Je joins des captures d'écran qui clarifient la situation. Il n'y a pas de funérailles familiales. Lucas est actuellement à l'Ekavazu. On m'avait dit qu'il travaillerait tout le week-end. Je suis aussi surprise que vous. Adélaïde. J'ai fait une pause d'exactement 30 secondes. Assez longtemps pour sentir le poids de la décision. Assez longtemps pour envisager de tout supprimer et de faire comme si je ne savais rien. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Un clic doux, une finalité, un détonateur. J'ai fermé mon ordinateur portable immédiatement. Comme si le fermer pouvait effacer ce que j'avais fait. Mais au moment où le couvercle s'est fermé, un silence suffocant a rempli la pièce. Je ne pouvais pas rester assise. Mon appartement, notre appartement, me semblait souillé, humide, claustrophobe. Comme si l'air était empoisonné par les restes d'un mensonge. J'ai attrapé une veste, enfilé mes chaussures et suis sorti sans destination. L'air de fin d'été m'a frappé comme une gifle, chaud, collant, lourd. Avec l'odeur de l'herbe coupée et des barbecues lointains. Cela ne m'a pas apaisé. Cela m'a encore plus déstabilisé. J'ai marché plus vite devant la cour du complexe. Devant le lampadaire où Lucas m'avait embrassé une fois après notre première tempête de neige. Devant l'épicerie du coin où nous avions l'habitude de prendre des sandwichs après le travail. Chaque souvenir semblait maintenant faux. J'ai marché pendant près d'1 heure avant de réaliser que je pleurais, pas des sanglots. Des larmes silencieuses, constantes et implacables. Comme si mon corps laissait échapper une douleur qu'il ne savait plus comment stocker. Quand je suis finalement rentré chez moi, le soleil avait tourné.
l'appartement semblait plus sombre, plus petit, et mon téléphone. Au moment où je l'ai rebranché sur le chargeur, s'est allumé comme un feu de forêt. 27 appels manqués, plus de 40 messages, des noms clignotant sur l'écran. Lucas, Kira, numéro inconnu, probablement Marissa. Lucas. J'ai regardé les notifications avec une incrédulité détachée. Puis je les ai ouvertes une par une. Lucas, salut bébé, peux-tu m'appeler vite fait? 9 minutes plus tard, Adélaïde, réponds à ton téléphone. 3 minutes plus tard, pourquoi as-tu envoyé un courriel à ma patronne? 5 minutes plus tard, tu exagères. Appelle-moi. 8 minutes. Tu te moques de moi? 10 minutes. Tu as ruiné ma carrière. Puis le changement. S'il te plaît, parle-moi. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, Adi. J'ai verrouillé l'écran. Je ne pouvais plus lire. Suivant. Kira. OMG. Pourquoi espionnes-tu mon Insta? Tu as envoyé des captures d'écran à son patron. Psychopathe. Puis, d'accord, mais je ne savais pas qu'il t'avait dit qu'il travaillait. C'est entre vous deux. Ne m'entraîne pas là-dedans. Puis le numéro inconnu. Salut, c'est Marissa. Lucas a dit que vous preniez vos distances, donc tout le drame que tu fais en ce moment est déplacé. J'ai failli rire à ça. Prendre nos distances. Nous étions à un mois de finaliser les invitations de mariage. Mes mains étaient engourdies. J'ai parcouru d'autres messages de Lucas, chacun plus frénétique, défensif, désespéré. Puis un dernier. Lucas, Adélaïde, s'il te plaît. Je jure que ce n'est pas ce que ça a l'air. Parle-moi, s'il te plaît. J'ai posé le téléphone face contre table. Je suis allé à la cuisine. J'ai versé de l'eau. Je ne l'ai pas bu. La pièce semblait trop calme, trop propre, trop fausse. J'ai rouvert mon ordinateur portable, sans savoir pourquoi. Un nouveau courriel était arrivé de Daniel. J'ai hésité avant de cliquer, mon cœur battant dans ma gorge. Adélaïde, merci de m'avoir prévenu. Je suis désolé que vous traversiez cela. Cela me met dans une position professionnelle difficile, mais j'apprécie votre honnêteté. Pour ce que ça vaut, j'ai vécu quelque chose de similaire il y a des années. Prenez soin de vous, Daniel. J'ai couvert ma bouche, un son étouffé s'échappant. La compassion dans son message m'a touché plus profondément que la colère n'aurait pu le faire. Je n'étais pas seul. Pas entièrement, mais je n'allais pas bien non plus. Et rien de tout cela n'était fini. Loin de là, car la vérité ne faisait que commencer à se dévoiler. Les jours suivants ont été comme marcher dans le brouillard. Tout était étouffé, distant. J'ai suivi ma routine comme si je regardais quelqu'un d'autre vivre ma vie. Tout se passait au ralenti, mais avec le poids d'un ouragan sur mes épaules. Je suis resté chez Lily. Elle m'a offert son lit, mais j'ai insisté pour le canapé. Je ne pouvais pas dormir, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que quand je fermais les yeux, tout revenait en force. Les conversations que Lucas et moi avions eues, l'avenir que nous avions construit. Tout cela semblait maintenant construit sur des mensonges fragiles. Lily n'a pas insisté. Elle m'a laissé assise en silence, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Sa présence était réconfortante d'une manière que Lucas n'aurait jamais pu l'être à ce moment-là. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, aucune trahison à déballer. La tempête de messages a continué. Je ne les ai pas vérifiés tout de suite. Je ne pouvais pas. Chaque notification de mon téléphone était comme un déclencheur, me ramenant dans le désordre dont j'essayais de m'échapper. Mais finalement, je n'ai pas eu le choix. Lucas m'avait envoyé des textos depuis plusieurs numéros. Lucas, s'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Je jure que je ne voulais pas que ça aille si loin, Lucas. Pouvons-nous en parler en personne? J'ai besoin de te voir. Je t'aime, Lucas. Tu montes tout ça en épingle. Marissa et moi parlions juste. Ce n'était pas ce que tu penses. Lucas, ça ruine ma carrière. Tu nous détruis. Lucas, Adi, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça.
Lucas, je jure que je peux expliquer. S'il te plaît, Lucas, ne fais pas ça. Ne gâche pas tout. Ces messages étaient frénétiques, suppliants. Mais en quelques minutes à les lire, j'ai réalisé quelque chose. Il était plus préoccupé par la perte de son emploi que par la mienne. Reniflement, il était plus préoccupé par son image publique que par la femme avec qui il avait promis de passer sa vie. L'homme qui m'avait dit qu'il ferait n'importe quoi pour me rendre heureuse essayait maintenant de minimiser la seule chose qui aurait dû être la plus importante. Notre relation. Je n'ai pas répondu immédiatement. Il n'y avait rien à lui dire. Le bilan émotionnel a commencé à me frapper plus durement que prévu. J'ai traversé les mouvements de la journée. Café, petit déjeuner, navigation sans but sur mon téléphone, mais rien ne semblait réel. Je n'étais plus sûr de ce qu'il fallait croire. C'est le 3e jour après une nuit blanche que Lucas s'est présenté à l'appartement de Lily. Il ne m'a pas prévenu, n'a pas demandé si c'était d'accord de venir. Il est juste arrivé, bruyant, insistant et prêt à arranger les choses. Lily a ouvert la porte avant que je puisse le faire. Son expression était neutre. Mais je pouvais dire à la tension de sa mâchoire qu'elle était furieuse. Elle savait la dévastation que Lucas avait causée. Elle me connaissait assez bien pour comprendre que ce qui s'était passé n'était pas quelque chose qui pouvait être aplani avec quelques mots. Mais Lucas parlait déjà. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, écoute-moi juste. A-t-il dit en dépassant Lily pour entrer dans le salon. Ce n'est pas ce que tu penses. A dit. Tu dois me croire. Marissa et moi étions juste ne le fais pas. J'ai interrompu, ma voix plus froide que je ne le pensais. Je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas écouter plus d'excuses. J'en ai assez entendu. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué à parler par-dessus moi. Comme si me noyer pouvait d'une manière ou d'une autre effacer ce que je savais être vrai. Comme si ces mots pouvaient changer la réalité que j'avais vue de mes propres yeux. Tu ne comprends pas, d'accord? Tout ça était une erreur. Une énorme erreur stupide. A poursuivi Lucas, les yeux grands ouverts, suppliant. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je jure devant Dieu que je ne le voulais pas. Sa voix s'est brisée sur la dernière phrase, mais je n'ai pas été convaincu. Je ne l'ai pas cru. Tu m'as menti, ai-je dit, ma voix ferme mais féroce. Tu as menti à ton patron. Tu m'as menti sur l'endroit où tu étais. Tu as menti sur tout et maintenant tu es là à me dire que c'était une erreur. Oui. Oui. C'est exactement ce que c'était. A-t-il dit? Le désespoir s'insinuant dans sa voix. Mais je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai fait une erreur. A dit. Tu ne vois pas ça? Ces mots flottaient dans l'air, lourds de culpabilité. Mais au lieu de pitié, j'ai senti une colère latente bouillonner sous la surface. Tu m'as perdu, Lucas, ai-je dit, ma voix brisant maintenant les murs que j'avais construits. Tu m'as menti. Et le pire? C'est que tu penses que je suis censé te pardonner. Tu penses que je suis censé laisser passer ça comme si de rien n'était. J'ai secoué la tête, le dégoût et l'incrédulité se mêlant. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Pas après tout ça. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'ai levé la main, l'arrêtant net. Tu avais toutes les occasions de me dire la vérité, ai-je dit. Tu aurais pu être honnête avec moi depuis le début. Mais tu as choisi de le cacher. Tu l'as choisi. Et maintenant tu es là à me demander de réparer ça. Non. Lucas. J'en ai fini de réparer des choses qui n'étaient pas cassées au départ. Il y eut un silence entre nous, épais et suffocant. Le visage de Lucas se tordit de frustration. Sa main passant dans ses cheveux dans cette habitude nerveuse que j'en étais venu à associer à son stress. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin, marmonna-t-il. Plus pour lui-même que pour moi. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais que je pouvais avoir les deux. Les deux. Voilà. La chose que j'avais évité de me dire, il les voulait toutes les deux. Moi et elle. La stabilité de notre relation, la vie que nous avions planifiée.
tout en conservant l'excitation de quelque chose d'autre, quelque chose de moins réel. De moins ancré. Et quand le choix s'est présenté, quand cela comptait vraiment. Il a choisi la sécurité du mensonge plutôt que le risque de l'honnêteté. J'avais toujours cru que nous formions une équipe. Que nous étions partenaires dans tous les sens du terme. Mais maintenant, je voyais la vérité avec une clarté vive et douloureuse. Lucas n'avait jamais joué dans la même équipe. Je me suis détourné de lui. Sentant reniflement un poids se lever de mes épaules pour la première fois depuis des jours. La colère n'avait pas encore disparu, mais elle était remplacée par quelque chose de plus vif. La clarté. J'ai besoin que tu partes, ai-je dit. Il ne s'agit pas seulement du week-end. Il s'agit de tout. La confiance, les mensonges, tout ça. J'ai regardé Lily et elle a hoché la tête, silencieusement, approuvant ma décision. Le visage de Lucas s'est décomposé, mais il n'y avait plus de sympathie en moi. Il avait épuisé la dernière goutte. J'en ai fini, Lucas, ai-je répété en me détournant de lui. J'ai besoin d'espace. Tu n'as pas le droit de venir ici et de jouer la victime. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je ne l'ai pas laissé faire. Il ne méritait pas ma voix. Plus maintenant. Je n'ai pas regardé en arrière quand il est parti. Je ne me souciais pas des promesses qu'il murmurait derrière moi. Je ne me souciais pas de son regret ou de ses excuses. Ce qui importait maintenant, c'était ce que j'allais faire ensuite. Et la première chose que j'allais faire, c'était d'arrêter de vivre dans l'ombre des mensonges de quelqu'un d'autre. Lucas a quitté l'appartement de Lily ce jour-là, mais les retombées sont restées. Se déposant sur tout comme une fine couche de poussière que je ne pouvais pas essuyer. Le genre qui s'accroche, peu importe combien vous frottez. Je n'ai plus eu de ces nouvelles pendant près de 24 heures. C'était rare pour Lucas. Il était du genre à avoir besoin de contrôler un récit. À avoir besoin de vous convaincre qu'il était celui qui souffrait le plus. Donc, son silence n'était pas la paix, c'était une stratégie, une pause avant une autre vague. Mais je ne l'attendais plus. Lundi, j'ai dû retourner à notre appartement. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je le devais. Les factures étaient dues. Le courrier s'était accumulé. Le chargeur de mon ordinateur portable était toujours sur la table de chevet à côté du lit. Qu'il avait l'habitude de réchauffer. L'appréhension m'a frappé avant même que je déverrouille la porte. Au moment où je suis entré, l'endroit m'a semblé étranger. Faux. Comme si j'étais entré dans la maison d'un inconnu rempli du fantôme de ma propre vie. Le comptoir de la cuisine avait encore le shaker de protéines à moitié utilisé de Lucas. Le canapé avait encore son sweat à capuche jeté sur le dossier. La légère odeur de son eau de Cologne, cèdre propre et quelque chose de légèrement citronné. S'accrochait encore au tissu des coussins, et partout où je regardais, je voyais des souvenirs. Le mur où nous avions prévu d'accrocher nos photos de fiançailles. La table où nous nous étions disputés sur les plans de table. Le couloir où il m'avait embrassé après la demande en mariage, en murmurant. Ce n'est que le début. Je suis resté au milieu du salon et j'ai senti le chagrin me frapper comme une vague soudaine. Aigu, rapide, incontrôlable. Ce n'était pas du chagrin pour lui. C'était du chagrin pour la version de moi-même qui croyait en lui. Je me suis forcé à respirer. Puis j'ai sorti ma valise du placard et j'ai commencé à emballer les choses qui étaient incontestablement les miennes. À mi-chemin de la collecte des articles de toilette, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Lucas, je passe. Nous devons parler du bail et de nous. De nous? L'ironie était presque insultante. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas d'une autre dispute dans l'appartement qui m'avait autrefois semblé être chez moi. Mais Lucas n'avait jamais cru aux limites qui ne le servaient pas. Alors 1 heure plus tard, j'ai entendu sa clé tourner dans la serrure. Il est entré, l'air épuisé et mal rasé. Comme si les conséquences avaient enfin commencé à le rattraper. Mais au lieu de remords, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Tu as tout dit à Daniel ». Une déclaration, pas une question, et pas un seul « comment vas-tu » ou « je suis désolé ». Juste du blâme. Je me suis redressé. Je lui ai dit la vérité. Tu m'as entraîné dans ton mensonge sans me demander.
Lucas a ricané, enfonçant ses doigts dans ses cheveux. Je ne t'ai entraîné dans rien. Tu n'étais pas obligé de lui répondre. Tu as tellement aggravé les choses. Je n'ai menti à personne, ai-je rétorqué. Toi, si, plusieurs fois. Il a arpenté le salon, un rire dur s'échappant. Sais-tu à quel point c'était humiliant d'être confronté par les RH? De voir Daniel me prendre à part et me demander pourquoi ma fiancée lui avait envoyé des captures d'écran? Tu lui as dit que tu allais à des funérailles, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Tu m'as dit que tu travaillais. Tu as menti des deux côtés. Il s'est alors tourné vers moi, les yeux flamboyants. J'ai fait une erreur, a dit. Les gens font des erreurs tout le temps. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit, la voix se raffermissant. C'était une chaîne de choix que tu as fait. Un week-end avec ton ex n'est pas une gaffe. C'est une décision. Il a tressailli, mais ensuite est venue l'inévitable déviation. Tu es dramatique. Toute cette histoire est montée en épingle. Il a secoué la tête. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Oh, je pense que si. Non, a insisté Lucas en se rapprochant. Tu ne comprends pas à quel point j'ai été malheureux pendant des mois. Tu ne comprends pas à quel point je me sentais piégé avec le mariage. Avec tout. Je me suis raidi. Piégé? Il a fait une pause, réalisant trop tard qu'il avait dit la mauvaise chose. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste. Tu es tellement concentré sur la planification et l'organisation. Et parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour que je puisse juste respirer. Je l'ai regardé, incrédule. Alors, tu avais besoin de respirer. Et la solution était, Marissa. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné. Non. J'ai fait un pas vers lui. Alors explique-moi. Explique pourquoi tu lui as dit que nous prenions nos distances. Explique. Pourquoi tu as menti sur l'endroit où tu étais. Explique pourquoi tu as tout risqué pour une aventure d'un week-end. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont détournés, et c'était la réponse. Il n'en avait pas. Pas une qui arrangerait les choses. Pas une qui annulerait ce qu'il avait fait. Il s'est effondré sur le canapé, les coudes sur les genoux. Je n'étais pas prêt pour le mariage, a-t-il admis à voix basse. Je n'arrêtais pas de me dire que j'y arriverais, mais je ne sais pas. J'ai paniqué. Voilà. La vérité. Pas la vérité dont j'avais besoin, mais la vérité que j'attendais. J'ai dégluti difficilement. Alors au lieu d'être honnête, tu as créé une double vie. Il n'a pas répondu. Un silence épais s'est installé entre nous. Lourd, final. Ça n'a plus d'importance, ai-je dit. Nous devons parler du bail. Il a cligné des yeux, presque offensé par le changement de ton. Quoi? Le bail, ai-je répété. Il est à nos deux noms, et je ne reste pas ici. Tu pars? A-t-il demandé comme si ce n'était pas la conclusion naturelle. Bien sûr que je pars. J'ai fait un geste autour de nous. Tout dans cet appartement est construit sur un mensonge. Il a regardé lentement autour de lui, comme s'il le voyait pour la première fois. Bien, a-t-il finalement dit, la voix creuse. Je resterai. Nous trouverons un moyen de partager le loyer. Je ne vais pas garder mon nom sur un bail pour un endroit où je ne vis pas, ai-je dit. Nous rédigerons un accord écrit. Tu le signeras. Et nous aurons 60 jours pour retirer mon nom des papiers. Il a hoché la tête d'un air engourdi, vaincu. Pendant un moment, il ressemblait à un garçon, pas à un homme. Assis dans les ruines de ses propres choix. La bague de fiançailles de ma grand-mère était posée sur la table basse, petite et délicate. Il l'a poussée vers moi. Tu devrais la prendre, a-t-il dit. Je n'ai jamais voulu. Je sais, ai-je dit doucement, mais ça ne changeait rien. J'ai glissé la bague dans ma poche. Elle me semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Tu veux vraiment que ce soit fini? A-t-il demandé, la voix brisée. Oui, ai-je murmuré. Je le veux. Il avait l'air d'avoir été frappé, mais il n'a pas protesté.
Il savait qu'il m'avait perdu bien avant que je ne le dise. J'ai rassemblé mes affaires tranquillement. Vêtements, documents, mon ordinateur portable, la tasse que Lily m'avait achetée. La couverture que j'avais depuis l'université. J'ai laissé derrière moi les meubles partagés, la vaisselle que nous avions achetée en solde. Le canapé que nous avions choisi ensemble. Il me semblait contaminé. Quand j'ai fait rouler ma valise hors de la porte, Lucas ne m'a pas arrêté. Il ne m'a pas poursuivi. Il n'a pas dit qu'il changerait. Il est juste resté assis sur le canapé, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Et j'ai su à ce moment-là que la relation était morte bien avant que je ne découvre la vérité. Elle se mourait dans les endroits où l'honnêteté avait été remplacée par la commodité. Où les promesses avaient été remplacées par des secrets, où le silence avait remplacé l'amour. J'ai fermé la porte derrière moi. Je n'avais pas l'impression de le quitter. J'avais l'impression de me retrouver. La guérison ne se fait pas en ligne droite. C'est plus comme un graphique qui monte en flèche un jour, puis tombe d'une falaise le lendemain. Parfois, je me réveillais en me sentant étrangement légère. Comme si le poids de la trahison de Lucas s'était enfin envolé de mes épaules. D'autres jours, j'avais l'impression de me noyer dans tous les récits. Et si je l'avais confronté plus tôt? Et si j'avais remarqué les signes? Et si je l'avais aimé différemment? Mais ces questions ne menaient nulle part, sauf à la même vérité. Il avait choisi le mensonge bien avant que je ne le découvre. J'ai emménagé dans une sous-location temporaire 2 semaines après avoir quitté Lucas. Un petit T2 au mur fin, un évier de cuisine qui crachotait quand on le mettait sur le chaud. Et une légère odeur de déterge à la lavande du dernier locataire. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Plus important encore, rien à l'intérieur ne me rappelait lui. Mes 2 chats, Hazel et Junipé, se sont rapidement adaptés. Hazel a revendiqué le rebord de la fenêtre comme son trône. Junipé s'est blotti dans le coin chaud derrière le canapé. Leur existence simple m'a ancré d'une manière que je n'avais pas prévue. Ils ne se souciaient pas de la trahison, des baux ou des promesses rompues. Ils voulaient juste de la nourriture, du soleil et de l'affection. Je les enviais parfois. Le premier mois a été le plus difficile. Chaque course semblait étrange. Chaque épicerie, chaque banc de trottoir. Chaque coin de rue familier me rappelait la vie que j'étais censé vivre. L'appartement pour lequel j'aurais dû faire des courses. Le mariage que j'aurais dû planifier. Mes amis m'ont soutenu du mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est Lily qui m'a ancré. Elle ne m'a pas poussé à parler. Ne m'a pas dit de passer à autre chose ou de rester positive. Au lieu de cela, elle s'asseyait avec moi en silence les soirs où les larmes venaient sans prévenir. Elle m'écoutait quand j'avais besoin d'avouer des choses que je ne voulais pas admettre. Je ne suis pas seulement en colère. J'ai honte. Je n'arrive pas à croire que je n'ai rien vu. Je déteste qu'il ait pu décider de la fin de notre avenir. Lily répondait toujours avec la même certitude tranquille. Adélaïde, la trahison ne te rend pas stupide. Elle rend l'autre personne lâche. Je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Au fil des semaines, le chaos avec Lucas s'est installé dans quelque chose de presque mécanique. Nous avons dû officialiser notre arrangement pour l'appartement. Il a accepté de rester. Et j'ai insisté sur un contrat écrit rédigé avec l'aide d'un ami avocat qui décrivait sa responsabilité pour le loyer jusqu'à ce que mon nom puisse être retiré du bail. Il l'a signé à contre-cœur, non par décence, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. À la fin du 2e mois, notre seule communication concernait la logistique. Et honnêtement, je préférais ça. La partie inattendue était Daniel. J'avais supposé que son courriel de sympathie serait notre dernière communication. Après tout, elle était la patronne de Lucas. Elle n'avait aucune obligation de me réconforter, et la situation était déjà assez gênante. Mais une semaine après mon déménagement, elle m'a recontacté. Cette fois depuis son adresse email personnelle. Daniel, salut, Adélaïde, tu ne me dois pas de réponse. Mais je voulais prendre de tes nouvelles. Le travail a été difficile depuis que tout a éclaté. Et j'imagine que ça a été encore plus dur pour toi. Si jamais tu veux prendre un café et parler de transition professionnelle ou juste de la vie. Je suis là. C'était étonnamment tendre et étrangement réconfortant.
Je n'ai pas répondu tout de suite, mais quelques jours plus tard. Après une séance de thérapie brutale où j'avais pleuré plus fort que prévu. Je me suis retrouvé à taper en retour, moi. Un café serait sympa. Pas à propos de Lucas. Juste pour avoir une perspective. Merci. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de la rivière. Danielle était exactement comme je m'en souvenais, posée, gentille, l'œil vif. Elle a commandé une tisane à la camomille. J'ai commandé un café noir. Nous n'avons pas parlé de Lucas au début. C'était comme marcher sur des œufs. Au lieu de cela, elle m'a interrogé sur mon travail, mes projets futurs. Elle m'a parlé de ses efforts pour améliorer la culture de son entreprise après avoir traversé son propre divorce compliqué il y a une décennie. C'était étrange de lui parler comme à une égale au lieu de la patronne de Lucas. Mais aussi réconfortant, rafraîchissant, adulte, sûr. Nous nous sommes séparés après 1 heure avec une compréhension simple et mutuelle. Nous étions 2 femmes qui avaient survécu à quelque chose de douloureux et qui comprenaient le langage de la perte. La vie a pris un nouveau rythme. Lentement, tranquillement, presque imperceptiblement, j'ai adopté un 2e chat. Un minuscule chaton roux avec une oreille tordue et un esprit féroce. Je l'ai appelé Maple. Hazel la détestait. Junipé la tolérait. Je l'adorais. J'ai recommencé à tenir un journal pour la première fois depuis l'université. Pas de poésie comme avant. Juste des pensées, des frustrations, des espoirs. Des choses que je ne voulais pas dire à voix haute. Le travail a aidé. La routine était ancrante. Mais après quelques mois, j'ai réalisé que j'avais envie de quelque chose de plus. Un changement, un nouveau défi, quelque chose pour me reconstruire. Quelque chose qui n'était pas lié au même bureau où j'avais travaillé pendant toute ma relation avec Lucas. Et puis, à la fin du printemps, un autre courriel est arrivé de Daniel. Daniel? Un poste s'est ouvert dans le cabinet de conseil de mon frère. Il correspond plus à votre parcours que le dernier que je vous ai envoyé. 0 obligation. J'ai juste pensé à vous immédiatement. J'ai regardé le courriel pendant près d'1 heure. La dernière fois qu'elle m'avait envoyé quelque chose de similaire, c'était des mois plus tôt. Je n'étais pas prête. Les blessures étaient trop fraîches. Ma vie trop instable. Mais maintenant quelque chose en moi s'est allumé. L'espoir, l'ambition, peut-être même l'excitation. J'ai postulé. Le processus d'entretien a été rigoureux mais vivifiant. Lors du dernier tour, j'ai appris quelque chose qui m'a glacé le sang. Lucas avait postulé dans le même cabinet plus tôt cette année-là et avait été rejeté. Daniel ne l'avait pas explicitement orchestré, mais sa vérification des références était honnête. Action et conséquences. L'offre d'emploi est arrivée 2 semaines plus tard. Une augmentation significative, de meilleurs horaires, un nouvel environnement, un nouveau départ. J'ai accepté. Le jour où j'ai remis ma démission de 2 semaines à mon ancien travail. Je suis sorti du bâtiment en me sentant plus légère, plus libre. Comme si j'étais enfin pleinement entré dans cette nouvelle version de ma vie. Et pour la première fois en près d'1 an, je n'ai pas du tout pensé à Lucas. Pas quand j'ai préparé le dîner, pas quand j'ai nourri les chats. Pas quand je me suis glissé dans mon lit avec un livre. Le chapitre de nous se fermait tranquillement, complètement, sans cérémonie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la vie me réservait encore un rebondissement. Quelque chose de doux cette fois, quelque chose de bon. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant, le plus important était ceci. J'avais enfin laissé les ruines derrière moi. Et les pires parties de mon histoire n'étaient plus celles qui me définissaient. C'est drôle comme parfois la partie la plus difficile pour avancer n'est pas de laisser le passé derrière soi. C'est d'apprendre à embrasser le nouveau, l'inconnu. Le silence inconfortable qui s'installe quand on lâche enfin les gens et les lieux qui ont défini votre monde pendant si longtemps. Je n'étais plus la femme qui avait partagé une vie avec Lucas. Je n'étais plus la fiancée qui avait construit un avenir autour d'une histoire d'amour et de confiance qui avait été déchirée. Mais parfois, il faut se briser en 1000 morceaux pour enfin voir la forme de qui vous êtes censé être.
Les premiers mois après avoir accepté le poste au cabinet de conseil ont été flous. Tout allait très vite. Mes nouvelles responsabilités, mes nouveaux collègues, mes nouvelles routines. Les jours se confondaient avec des réunions. Des échéances et des sessions de formation qui s'étiraient tard dans la soirée. Mais plus je m'immergeais dans mon travail, plus je retrouvais des parties de moi-même qui avaient été enfouies sous le poids de mon ancienne vie. La version de moi qui avait vécu avec Lucas était lourde. Constamment inquiète de choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. La nouvelle version de moi, elle était plus légère, plus consciente de sa propre force. Je ne faisais pas ça pour lui. Je ne faisais pas ça pour personne. Je faisais ça pour moi. Maple, ma petite chatte espiègle, avait été une source de réconfort silencieuse pendant tout ce temps. Elle sautait sur mes genoux pendant que je travaillais, tapotant mon clavier comme pour me rappeler de m'arrêter et de respirer. Hazel, toujours la reine de la maison, se prélassait à côté de moi, indifférente au chaos qui l'entourait autrefois. J'avais commencé à reconstruire, non seulement ma carrière, mais aussi ma vie émotionnelle. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau, Ethan. Il était ergothérapeute pédiatrique, un monde à part du milieu du marketing de Lucas. Et la simplicité de son honnêteté était à la fois rafraîchissante et réconfortante. Il n'y avait pas de jeu avec lui, pas de mensonges, pas d'histoire cachée. Quand il disait qu'il travaillait vraiment. Quand il avait besoin d'espace, il me le disait directement. C'était presque déconcertant au début. Mais j'ai vite appris qu'il y avait de la beauté dans sa franchise. Nous nous voyons depuis quelques mois maintenant, et même si je n'étais pas prête à me précipiter, je ressentais un sentiment de paix quand j'étais avec lui. C'était le genre de relation où le silence n'était pas inconfortable. Où les longues pauses n'avaient pas besoin d'être comblées par des excuses ou des distractions. Nous avions des rendez-vous simples, des randonnées le week-end. Des dîners tranquilles au nouveau restaurant thaïlandais du coin de la rue. Rien de tapas accent grave-l'œil, juste des moments honnêtes et faciles. Un soir, après un dîner dans un restaurant italien confortable, nous nous sommes promenés le long de la rivière. Nos chaussures crissant sur le gravier sous nos pieds. La nuit était fraîche, la brise taquinant les bords de mes cheveux. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude pour où j'en étais dans la vie. Le passé vivait encore dans mes souvenirs. Les cicatrices de la trahison de Lucas n'avaient pas disparu. Elles ne le feraient jamais. Mais elles ne me définissaient plus. Elles faisaient partie de mon histoire, oui, mais pas de la totalité. Ma vie n'était pas une tragédie. C'était un voyage. Et le prochain chapitre se déroulait déjà devant moi. Ethan s'est arrêté de marcher un instant, se tournant pour me faire face. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» a-t-il demandé, sa voix douce mais directe. Je me suis arrêté aussi, croisant son regard. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, juste de l'ouverture, une volonté d'écouter. C'était si différent des conversations que j'avais eues avec Lucas. Si différent des conversations qui étaient toujours obscurcies par des excuses. Je me sens bien, ai-je dit, ma voix ferme. J'ai l'impression que je recommence enfin à me faire confiance. Il a souri, la chaleur de son expression atteignant ses yeux. Je suis content de l'entendre. Nous avons continué à marcher côte à côte dans un silence confortable. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. J'avais enfin fait la paix avec le passé, non pas parce que je l'avais oublié, mais parce que je l'avais laissé partir. Au cours des mois suivants, les pièces de ma vie ont continué à se mettre en place. Je me suis installé dans mon nouveau rôle au travail et ma confiance a grandi à chaque défi que je surmontais. J'ai commencé à ressentir un sentiment de propriété sur mes décisions. Le chemin que j'empruntais était le mien, pas un chemin dicté par les choix de quelqu'un d'autre. Et puis, un après-midi d'automne vif, j'ai reçu un appel de Daniel. « Adélaïde, je voulais prendre de tes nouvelles. Comment ça va ?» a-t-elle demandé, sa voix chaleureuse mais professionnelle. Nous étions devenus des sortes d'amis après cette première rencontre autour d'un café. Elle prenait de mes nouvelles toutes les quelques semaines. Rien de trop intrusif, juste un geste de gentillesse au milieu de tout le chaos professionnel. « Je vais bien, en fait, ai-je dit.
souriant en regardant la ligne d'horizon de la ville depuis la fenêtre de mon bureau. Je suis heureuse. Vraiment, les choses sont différentes. Je suis contente de l'entendre. Et écoute, je sais que tu as eu beaucoup de choses à gérer. Mais il y a une opportunité qui pourrait te convenir. Les minutes suivantes de la conversation ont été floues. Elle me proposait un nouveau rôle, dans le cabinet de conseil de son frère. Mais avec plus de responsabilités et de potentiel de croissance. C'était une promotion par rapport au poste que j'occupais. Je n'ai même pas eu à y réfléchir. Ma réponse a été immédiate. J'adorerais. C'était bien, valorisant. C'était à moi. Il ne s'agissait pas de Lucas ou du passé. Il s'agissait de moi et de mon avenir. De me tailler une place où je pourrais m'épanouir selon mes propres termes. Cela faisait presque 1 an que j'avais quitté Lucas. Et alors que je me tenais devant le miroir ce soir-là, me préparant pour un événement professionnel, j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru. La femme qui me regardait n'était pas la même que celle qui était sortie de l'appartement ce jour-là. Elle était différente, plus forte, plus sage, plus sûre d'elle que jamais. La vulnérabilité qu'elle portait autrefois avait évolué vers autre chose. Quelque chose de plus résilient. Elle ne regardait plus en arrière. Elle regardait vers l'avenir. Ethan attendait déjà en bas, son large sourire en me tendant mon manteau. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais je savais qu'il serait plein de possibilités que je n'avais même pas encore rêvées. Quand nous sommes sortis de l'immeuble ce soir-là, les lumières de la ville scintillant au loin, j'ai réalisé que le pire jour de ma vie était devenu le point de départ de tout le bien qui allait arriver. La route devant moi était à moi de la choisir. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de la parcourir seul. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.